Monde, Et allô? c'est Amé et David de Otaku Manga Lounge. On espère que vous allez bien avec ce beau soleil. J'ai le soleil dans la face. J'ai l'air jaune, en tout cas. Plein de choses cool au programme là aujourd'hui. Pas mal de choses cool. Mhm. Trois grosses nouvelles pour cette semaine, en fait. Trois nouveautés, entre guillemets. Allô Dominique. Allô à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, les nouveautés en fait de la semaine qu'on vous présente, il se trouve que c'est toutes de la même maison d'édition. C'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Chato Chato et qui une maison d'édition française qui vient d'arriver au Québec. Et puis il se trouve qu'on n'a rien d'autre que ça. Fait qu'en fait notre live de présentation de nouveautés, ça va être vous présenter cette maison d'édition puis leur publication. Ça va être pas mal ça. Puisqu'il est rentré finalement avec beaucoup de livres qui sont arrivés en nouveauté finalement. Ouais. Notamment avec des 3 livres en nouveauté. Ouais, c'est ça, toutes les suites, toutes les séries ça. au complet ou quoi que ce soit. Puis, mais avant ça, on a deux petites nouvelles. Premièrement, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a reçu les masques. Les masques. Alors, on a plein de masques très cool. Happy, j'ai Tokyo Ghoul que j'aime beaucoup. Les petits masques emoji avec les faces là. Alors, celui de la moustache, J'adore c'est celle-là. particulièrement. J'adore Les dents de vampire. Bon, évidemment, on en a vraiment beaucoup. J'adore cette langue. Je la trouve juste magnifique, voilà, la belle langue rouge. Et évidemment, les faces de chat, les classiques. J'aime beaucoup celui avec les petites dents. C'est tellement cute. Puis, on a reçu des nouveaux modèles en fait de masques qu'on n'avait pas avant, qui sont plus de cette forme-là. Et puis qui là, encore une fois, sont super cool au niveau des designs. Un peu différent avec des patterns qui se répètent en fait sur le masque. Oui, exact. Comme style chibi, un peu. Il y avait Naruto, Attaque des Titans. My Hero Academia, il y a des personnages aussi. Puis, ce Totoro. Ce Totoro sont juste malades. Ils sont tellement beaux, regardez. Ils sont tellement cute, ça donne juste envie de les collectionner. J'en ai un de Zelda avec les cocottes de Zelda. Oh oui, tellement cool. Je me tâte à l'acheter. La deuxième nouvelle, c'est que le 12 août, c'est traditionnellement la journée du livre québécois. Donc c'est un peu devenu une institution au fil des années. Habituellement, on le manque chaque année. À chaque année, je suis comme c'est le 12 août. Fallait parler des livres québécois. Oups. Et puis on en a pas beaucoup. Fait que là cette année, on a fait les choses en grand et on vous présente des livres québécois. Je vous montre un petit peu. Donc on a principalement 2 auteurs qu'on met de l'avant. C'est Tony Valente avec Radiante évidemment. Puis également l'auteur Valérie Harvey qui est auteure de light novel et spécialiste du Japon, fait que elle fait des light novels vraiment entrées dans l'univers japonais. On a d'ailleurs fait son lancement dernièrement. Un petit peu ça. Et voilà, Radiante. Valérie Harvey. Donc Valérie, vous avez 3 livres, 3 light novels qui sont sortis à date, Les Fleurs du Nord, L'Ombre du Shinobi, puis le tout nouveau, c'est L'Héritage du Kami dont on a fait le lancement dernièrement. Et voilà pour les petites nouvelles. Donc ça s'en vient. N'oubliez pas d'acheter un livre québécois. C'est dit. Je suis extasié sur le fait d'avoir autant de mangas. Je trouve ça trop beau. Oui, c'est beau, hein, t'as vu? J'espère que ça va rester. Radiante, c'est comme ça prend toute la place. Sur ce, passons aux nouveautés. Nos nouveautés. Donc, avant de commencer sur les livres, peut-être petite explication de la maison d'édition. Donc ils ont commencé en 2018, donc ça s'appelle Chato Chato. Leur logo c'est comme un petit chat, mais maintenant ça s'est changé en mannequin écho en fait. Ils ont comme changé leur logo entre temps. Puis donc petite maison d'édition qui a vu le jour en 2018, mais qui a commencé ses productions vraiment c'est assez lent là, c'est normal quand tu commences. Faut acquérir les droits, faut traduire, faut savoir tout faire. Bon, bref, fait que toutes leurs publications nous parviennent aujourd'hui et l'anecdote que je voulais trouver une anecdote sur cette maison d'édition. Okay. Et l'anecdote que j'ai trouvée le plus, malheureusement, j'ai trouvé ça un peu négatif, c'est que c'est la façon dont elle a vu le jour. En fait, c'est un des 2 cofondateurs qui a soumis apparemment une demande à Kurokawa il y a quelques années pour se faire éditer ou quelque chose comme ça. Puis il a été refusé ou on lui a pas répondu. Bref, il a eu beaucoup de frustration en lui. Et donc il a dit, moi je vais créer ma maison d'édition puis ça sera mieux. Il a pris les choses en main. Il a pris les choses en main, c'est cool. Mais j'ai retrouvé cette anecdote dans pas mal de médias. Puis c'est un peu négatif, je trouve, la façon dont c'est tourné. Donc j'espère que c'est une maison d'édition qui est un peu plus positive que ce qu'on laisse entendre. Mais en tout cas, voilà, ils font leur publication
Ils n'ont pas de ligne éditoriale, ils font leurs publications en fonction des coups de cœur qu'ils ont. Et puis surtout, leur but c'est de ne pas se cantonner aux frontières du Japon. Donc ils veulent éditer du manga d'un peu partout. Puis vous allez le voir, il y a beaucoup de mangas chinois dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Voilà. Même du coréen, il me semble. Il y en a un coréen. De mémoire, c'était juste chinois, mais en tout cas peut-être. Je pense que lui. Non, Non, c'est chinois. C'est chinois. Mais qui est très cool. Puis ces derniers temps, il y a pas mal de maisons d'édition, des petites maisons d'édition qui se lancent. Et je pense à la maison d'édition belge en fait qui s'est lancée tout dernièrement. Shiba. Puis il y a Mayhem qui s'est lancé l'année passée aussi. Grâce à Kingdom. Puis là, Chato pour le coup, qui est très cool. Puis ça peut nous offrir des mangas qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, tout à fait. C'est cool pour le manoir aussi, pour le coup. C'est pas un truc qu'on trouve souvent. Oui, effectivement, c'est assez difficile à trouver au Québec. Il y a un gros marché autour de ça. Pour le coup, ils sont plusieurs milliards en Chine déjà. Oups, on n'arrivera pas à les rattraper. Mais oui, puis c'est cool, puis ça donne aussi l'occasion à des auteurs moins connus de se faire connaître parce que les grosses maisons d'édition sont pas toujours prêtes à prendre ce risque-là. Les petites, oui. Fait que ça peut donner des choses intéressantes. Tout à fait. Alors allons-y avec le premier. Moi, je dirais avec celui-ci. D'ailleurs, il était très attendu. Il est très attendu. Ouais. Il faut dire que j'ai été un peu perplexe lors de la lecture. Peux-tu nous dire le titre parce que tu l'as pas dit. C'est Don't Call Me Magical Girl. Puis apparemment il y a un petit truc ici que je sais absolument pas ce que ça veut dire. I'm OOXX, donc on avait une théorie. La première théorie c'est que c'était les deux noms de l'auteur qui faisaient un jeu de mots, puis finalement c'est pas ça. Non, et la théorie de Bianca c'est que c'est câlin câlin bisou bisou. Voilà. Donc Don't Call Me Magical Girl, I'm OX. Câlin bisou bisou. On n'a pas compris ce que ça voulait dire, personne n'a rien compris. Mais bon, on va se contenter avec celui-ci. On revisite le genre du Magical Girl évidemment pour le coup, mais de façon un peu différente dans le sens où il y a beaucoup moins de fanservice. J'ai vu quelques petits clins d'œil à Sailor Moon notamment. Oui, c'est vrai, c'était une belle planche. Hein. Puis tu commences en fait l'histoire avec notre héroïne principale qui est ici, qui doit chasser des esprits pour pouvoir garder sa forme humaine, sa forme physique finalement. Puis apparemment il est question d'une nonne qui lui aurait empêché. Puis finalement il y a 3 vraiment personnages qui vont rembarquer. Donc elle, la nonne, puis une autre Magical Girl en fait, qui vont un peu se battre, puis se chamailler entre elles sans vraiment mettre vraiment de point final à la confrontation. Fait que c'est vraiment beaucoup plus action. Les dessins sont quand même cool, j'ai trouvé. Ouais, au niveau des scènes très bien d'action. dessiné. C'est assez japonais dans le style de dessin. Ouais, clairement. Même dans le storytelling, c'est quand même très différent d'un manhwa habituel. Oui, j'avoue. J'ai failli à mon travail, d'habitude c'est moi qui monte les images. Oups. Non, mais le dessin est très très cool. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand elles se battent, elles détruisent comme tout le temps la ville. Fait que les habitants de la ville sont comme vraiment écœurés. Puis Sakura, l'héroïne, elle a un petit familier qu'on voit sur le cover ici. Oui, une espèce de petit poisson. Mais c'est une crevette. C'est une crevette en fait. J'ai appris à la fin que c'était une crevette, mais au début on dirait une baleine parce qu'elle se transforme, donc c'est une baleine crevette. On a passé la mode du chat, là c'est vraiment la crevette baleine. Là, arrêtez-les, ouais, c'est ça. C'est là où on a qu'à bien. Et il y en a une, c'est un requin, son familier, fait que c'est tout un peu sur la thématique de l'eau. D'ailleurs, il y a on a reçu en fait les 3 premiers volumes en même temps. Voilà le numéro 3, David a le numéro 2 dans les mains. Et sur le 3, vous avez une couverture réversible, comme ceci, qui est justement sur le thème de l'eau, puisqu'on retrouve notre héroïne en costume de main. Voilà. Mais très sage. L'auteur se dessine en fait une espèce de des petites bulles d'eau en fait. Comme un slime genre. C'est ça, dans le même genre, je trouve ça assez drôle. C'est clairement, dans le premier tome, je l'ai clairement perçu comme plusieurs petites histoires dans le même univers, avec des personnages qui reviennent récurrents. Puis beaucoup d'humour mine de rien. Fait que c'est vraiment de l'action et de l'humour. Dans tout le premier tome. Le problème c'est que c'est assez difficile à saisir au niveau du scénario quand même. C'est pas... C'est tous des jeunes auteurs qu'on vous présente, donc des fois c'est un petit peu maladroit de temps en temps. Donc là c'est très bien dessiné. Il y a de l'action, il y a pas de fanservice comme on retrouve normalement dans les trucs de Magical Girl, fait que c'est cool. Mais le scénario est comme un peu difficile à comprendre. Ouais, j'ai eu un peu de misère à bien suivre. Pour tout le
voire même retourner en arrière pour pouvoir relire, repositionner les personnages dans l'espace. Oui, qui est qui, ouais. C'est ça. Mais donc voilà, très attendu. En fait, c'était le titre le plus attendu de cette maison d'édition. Donc ça s'appelle... Oula, on voit rien. Attends, on va y arriver. Voilà, là. Ça s'appelle Don't Call Me Magical Girl. Câlin, bisous. Câlin, bisous. Bianca avait dit le dites pas à la caméra, puis ça fait comme 4 fois qu'on dit. Trop tard, là, c'est... Next. Cool. Que nous réserve l'avenir? Bon, encore une fois, il y en a beaucoup. Fait qu'on a eu les 5 premiers pour le coup. Je pense que ça complète la série. Ah, c'est complet. Oui, ça complète la série en 5. Et veux-tu en parler? Oui, alors ça s'appelle Carciphona. C'est plate de faire celui-là juste après parce qu'en fait encore un scénario un peu difficile à catcher, mais en tout cas on est dans de la fantasy qui tire un petit peu sur le gothique. On est dans un royaume où la magie était reine et très très utilisée jusque là, mais il y a des esprits malins qui sont arrivés, qui ont infiltré les humains qui utilisaient la magie, les sorciers, et qui en fait polluent un peu les ont transformés en démons. Et donc à partir de là, on a passé une loi dans tout le royaume pour interdire, pour bannir l'utilisation de la magie. Et c'est dans ce contexte-là que un assassin, ou plutôt une assassine d'ailleurs, je sais pas si ça se dit une assassine, mais en tout cas, revient dans le royaume et c'est elle qui est soupçonnée d'être à l'origine de bannissement de la magie de par ses méfaits. Donc elle revient dans le royaume pour, dans un but très certainement funeste, mais on n'en sait pas beaucoup. En tout cas pas dans le premier tome. Je t'avoue que j'ai pas lu les 5 volumes parce que j'ai pas trop accroché et j'ai un peu de mal à... Même au niveau du dessin, il y a beaucoup de plages très très sombres, c'est très rétro comme si le dessin, on se croirait dans Please Save My Earth ou ce genre de truc vraiment vraiment rétro, mais moins bien fait. Beaucoup d'effets de magie, je trouve, qui prennent beaucoup de la place dans l'histoire. Ouais, c'est chargé. Tu essaies de suivre un peu où quel personnage s'oppose à quoi, quel personnage fait quelle attaque, mais non, c'est ça, c'est la même chose. J'ai eu un peu de misère à suivre. Peut-être avec une deuxième lecture pour le coup. Ouais. Le personnage principal est dessiné tantôt normalement, puis tantôt un peu façon chibi, un peu comme si c'était un enfant. Fait un peu difficile à saisir qui est ce personnage, puis on ne le présente pas beaucoup. Mais moi, c'est surtout les dessins qui m'ont gêné, ce côté très très sombre, tu vois, comme ici, là. Voilà, très très sombre comme ça, on voit pas grand chose. C'est vrai que le manhwa chinois, souvent, c'est très chargé, mais là, honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage au niveau de la qualité. Donc c'était Carciphona. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur ça. Non, c'est ça, je trouve juste un peu dommage que le héros en fait soit un peu mis dans un premier temps de côté. T'as un peu du mal à t'inclure en fait dans l'histoire puis dans l'univers, je trouve. Ouais. Donc à voir avec les prochains tomes forcément. C'est ça. L'auteur a vraiment fait le choix de poser l'univers, ce qui est assez inédit, je trouve. Oui, tout à fait, souvent présente le héros. Il y a quand même une chose à signaler quand même malgré tout, et puis on veut encourager ça. L'auteur s'appelle Shilin Luang et elle vient de Toronto. C'est une Canadienne d'origine chinoise. Ce serait un manga canadien. C'est un manga canadien en fait, c'est pas un manhwa. C'est un kanga. Un kanga. Fait que c'est ça, Carciphona, 5 volumes, un peu maladroit pour un premier volume, mais on voudrait quand même encourager l'auteur pour qu'elle persévère, parce qu'on doit avoir ça des auteurs canadiens. Il y a quelqu'un qui nous disait tantôt que les Magical Girls qui se battent et qui détruisent toute la ville, c'est un peu cliché. C'est vrai. Ça revient à la mode. Mais oui, c'est ça. Ça revient vachement à la mode, on laisse côté le côté vraiment trop cute, très mignon, puis c'est vraiment soit vraiment très trash, vraiment horreur, soit vraiment hyper violent. Ouais. Je pense à Magical Girl of the End et tous les autres, ouais. Ou Magical Girl Audition plutôt. Oui. Qui est vraiment hyper trash, hyper violent, puis c'est limite du furio en fait, littéralement. Et qui c'est un nouveau genre, c'est une nouvelle update. C'est ça, c'est un peu plus léger, c'est plus tourné, le fait qu'elle détruise la ville est plus tourné comme quelque chose d'humoristique. Fait que c'est un peu différent.
Et puis il y a Samy Claude qui nous dit on devrait faire un live coup de cœur manga du staff pour le 10e anniversaire en boutique. Oui, j'avoue, ça serait très cool. On a déjà l'habitude de faire. Oui, d'habitude on le fait. Sur l'année pour le coup. Ouais. C'est comme les coups de cœur de toute la Mais team. on pourrait le faire comme les coups de cœur de cet été ou quelque chose comme ça. Très bonne idée, Samy Claude, on retient. On retient. Marie-Hélène dit yes, une Canadienne. Yes. Ok. Alright. Pourquoi pas aller sur une touche un peu plus poétique, un peu plus mystérieuse. Oui. De nous deux, c'est toi qui as le plus aimé. Oui. Je peux t'en laisser. Ouais, bien sûr. Ça s'appelle Quand la neige m'appelle. Et en fait, c'est celui-là qui est en peau de pêche. Alors, c'est une couverture dite peau de pêche. Il paraît que si on se frotte la joue avec, c'est très agréable. Si vous êtes sentir assez fort ou si ça sent vraiment la pêche. Faites pas ça. Non, faites pas ça. Non, faites pas ça. Non, mais blague à part, très très beau manga. Pour le coup, ça c'est japonais. Donc, c'est Makoto Aizawa, jeune auteur également. Nicolas Vigneault dit Kanga, est-ce qu'on vient de l'inventer? Non, oui, on vient de l'inventer. Non, carrément. Je pense pas que ça existe. Il y a Manfra qui existe pour manga français. Fait qu'en fait, ce serait plus manga. Et même ça, je sais pas si c'est vraiment le terme exact, parce que t'as le global manga qui est repris, qui englobe pas mal qui tout. Englobe tout. Qui est comme les mangas étrangers autres que japonais, chinois et coréens. Exact. Donc je reviens sur Quand la neige m'appelle, très très cool, très poétique, autant dans la façon dont c'est raconté, on voit rien, autant dans la façon dont c'est raconté que dans la façon dont c'est dessiné vraiment à l'encre en fait. Et en fait c'est l'histoire de Yuki Onna qui est un yokai, et c'est un petit peu ce conte de la Yuki Onna dans La Femme des Neiges qui est revisité. C'est l'histoire d'un soldat qui se perd dans la montagne. Dans une montagne enneigée, je vais vous montrer le style de dessin, vous allez voir, c'est très très beau. Il se perd et là il fait la rencontre de Yuki Onna, évidemment sans savoir que c'est elle, mais donc d'une femme assez mystérieuse. Et il oublie complètement ce qui se passe lors de cette soirée. Et ensuite on le retrouve plus tard dans sa vie. Et en fait, sans le savoir, il est complètement tombé sous le charme de cette femme et c'est l'amour de sa vie. Mais il ne le sait pas encore. Il va rencontrer une femme qui lui ressemble trait pour trait, avec laquelle il ne fait pas le lien parce qu'il n'a aucun souvenir. Et ça va être en fait l'histoire de sa vie avec cette femme jusqu'à ce qu'ils se séparent. C'est pas un spoil, c'est vraiment le conte traditionnel de Yuki Onna qui veut que c'est une histoire d'amour où à la fin ils se séparent. Donc là, c'est pas la fin. Vous allez voir qu'il y a une suite à ça. On va suivre sa fille, etc. Fait que ça se passe sur une très longue période de temps. Mais c'est un one-shot. Donc c'est très très court, il y a beaucoup d'ellipses qui sont faites et c'est très très beau. Alors il y a des citations du conte original. Il y a des citations entrechoppées comme ça qui est très très cool. Donc moi effectivement j'ai vraiment tripé, j'ai adoré ça, autant au niveau du dessin comme je disais que de l'histoire, la façon dont elle est racontée et ce côté il y a un côté très très cruel puis un côté très doux, c'est cool. Fait que voilà, moi j'ai vraiment aimé ça. Toi t'as-tu aimé ça? J'ai aimé ça, ça m'a vraiment fait penser un peu à un style de Roméo et Juliette. Oui. Dans le sens, c'est cet amour impossible, c'est tellement en dans le fond, oui. où tout se cache derrière une vérité qui n'est pas à dire, en fait, qui n'est pas à révéler. Puis des moments où le héros, donc le gars, reprend souvenir en fait de ce qui s'est passé dans les montagnes, en fait, ils sont obligés de faire quelque chose. Oui. Ce qui est assez triste, mais tu sais, genre, comme c'était prévu, pour le coup, c'est dans la légende. Et le final m'a vraiment ému, il m'a quand même surpris pour un one shot, dans le sens où j'avais complètement vu que c'était elle. Non, c'est ça. Totalement. Non, c'est ça, tu fais pas le lien tout de suite. De même que tu fais pas forcément le lien du temps qui s'est passé entre chaque scène. Et ça donne un côté très mystérieux. Fait que c'est très cool. Puis le début et la fin se passe dans une... Il y a une petite redondance dans le sens où le début et la fin se passe sur un paysage enneigé. Ouais. Qui vient vraiment ouvrir le manga, puis vraiment donner la dernière petite touche. Qui fait que, c'est la petite cerise sur le gâteau en mode... Et voilà. Donc non, très beau manga. Oh, on voit toujours rien, mais voilà, je vous le mets comme ça. Quand la neige m'appelle. Au suivant. Alors, moi j'ai bien aimé lui aussi. Oui. Donc, c'est Frankenstein Family. Alors tout commence, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sentimentalisme dedans, fait que on va suivre une famille. Donc on reprend le concept de Frankenstein évidemment, où les deux parents, on commence le manga en fait, puis les deux parents sont arrêtés en fait, puisqu'ils ont été mis à jour le fait qu'ils faisaient des manipulations humaines en fait, tout simplement, et ils ont transformé leur enfant, entre autres, en Frankenstein. Il y en a un qui s'appelle Shiro qui se transforme en chien, t'en as une de ses deux sœurs qui se
qui est une femme araignée pour le coup, et une autre est une femme arbre en fait, qui a pas de La femme durcir, arbre, en fait. c'est malade. C'est cool. Puis t'as notre héros qui apparemment serait un génie, tout simplement. Puis suite à cette arrestation de ces parents-là, où on est vraiment. Et il y a une télépathe Vraiment. aussi. Et une Qui télépathe, met ouais, pas mal oui, de oui. piment dans Oui, l'histoire. c'est ça. Et une télépathe aussi Ouais. qui est juste insensible et juste tellement drôle. Puis en fait on va voir en fait comment ces enfants livrés à eux-mêmes en fait vont faire pour vivre. Fait que c'est le plus jeune, donc le Benjamin, qui va reprendre un peu le rôle de patriarche de la maison finalement, qui va essayer de tout faire justement pour que ses frères et sœurs s'intègrent à la société humaine, qui apprendre à vivre comme un être humain. Beaucoup d'humour. Puis dans toutes les petites histoires, fait que ça se passe à plusieurs moments en fait. On va voir comment chaque enfant développe leur relation l'un envers l'autre déjà, et comment ils vont s'adapter malgré leur pouvoir finalement. Très cute, très mignon. Oui, très cute aussi. C'est une série en 2 volumes terminés. On a déjà les 2 qui sont sortis. Les covers sont magnifiques, faits à l'aquarelle. Puis effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'est comme une espèce de comédie, pas une comédie romantique, mais une comédie familiale, on va dire. C'est très touchant. Et en même temps, voilà, c'est ces enfants qui sont différents des autres et qui essayent de s'intégrer à la société. Mais il n'y a pas ce côté un peu moralisateur qu'on peut retrouver dans des trucs qui sont plus critiques de société. Ça parle de cette thématique, mais sans s'apesantir dessus. C'est très léger. Fait que c'est cool. C'est Bien l'inverse aimé. en fait, c'est le point de vue. C'est pas le point de vue d'un héros sur une société, mais c'est comment le héros va avoir un point de vue vis-à-vis de ses frères et sœurs, puis comment ils vont s'adapter à cette dite société, puis malgré le fait qu'ils sont totalement différents, puis ils vont pas vraiment y arriver évidemment. Le seul truc peut-être que je regrette un peu, c'est que tout ce qu'ils veulent en fait, c'est être des gens normaux. Mais on posera jamais la question de c'est quoi la normalité, c'est qui est normal. Donc celui qui est d'apparence normale parce que c'est un génie, en fait il a l'air normal mais il est différent quand même, c'est un génie. Et je me dis que peut-être il va y avoir une morale à la fin du tome 2 et qu'on va comprendre qu'en fait il n'y a pas de normalité, etc. Je trouverais ça cool même si c'est un peu cliché. Sinon, personnellement je trouve ça un peu dommage. Mais c'est une vision totalement personnelle, c'est un très bon manga. C'est clairement un clin d'œil avec le fait des Japonais qui doivent absolument se fondre dans un moule pour être en fait en adéquation avec la société et tout ça. Oui, c'est tout à fait. important. Et d'ailleurs c'est chinois, fait que les Chinois aussi. C'est un peu les mêmes carcans quand même si c'est moins connu, mais ouais, tout à fait. Fait que oui, encore un manhwa chinois, donc c'est Frankenstein Family. Très cool. Voilà. Et mon on petit termine. préféré, celui que j'ai vraiment le mieux aimé, qui est Dragon Metropolis. Je l'ai pris comme un peu comme un dimension W, dans le sens où on va suivre notre héros qui va se réveiller en fait, qui part en fait dans une ruelle, et la particularité c'est qu'il a perdu la mémoire. Il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas qui il est, pourquoi il est là. C'est juste que quand il se réveille en fait, il retrouve juste en fait un cahier avec des notes en fait, puis il va prendre très vite en fait, au bout de 2 chapitres, que ce cahier c'est lui qui l'a écrit en fait. C'est qu'il y a tout un truc autour de ça. Et J'avais absolument pas compris ça. non. Ah non, j'ai jamais compris ça. Non. Non. Bon bah écoute, Là je viens de te regarder puis j'étais comme, comment ça? on n'a pas lu le même manga là. Mais c'est ça, puis genre quand t'as un cahier, puis t'as une espèce de clé en fait, puis il sait pas trop qu'est-ce que ça ouvre, est-ce que c'est un appartement ou quoi, fait qu'il va essayer en fait de se retrouver, puis de découvrir qui il est, puis qu'est-ce qu'il fait là justement. Puis donc t'as vraiment 2 parallèles où t'as vraiment le côté dragon de la ville en fait, dragon Metropolis, un peu vraiment comme à la dimension W, ou comme c'est du cyberpunk en fait, dans le sens où il y a l'énergie perpétuelle en fait, un peu comme les coils dans Dimension W encore une fois. Puis t'as le côté où le héros va rencontrer différents personnages, puis en côtoyant ces personnages là va essayer de se créer une identité tout simplement. Fait que c'est vraiment vu comme plusieurs petites histoires. Oui, c'est assez épisodique, effectivement. Ouais, très très cool. Puis de fil en aiguille on va voir que il va se refaire une nouvelle identité, puis il va essayer de mettre au point tout ce qui est écrit dans son fameux cahier justement, parce qu'il y a un gros mystère autour de ça. Ok. C'est très cool, même au niveau c'est très bien dessiné, hein. Vraiment, je pense que c'est le mieux maîtrisé de tous, même si j'ai beaucoup aimé les dessins de Quand la neige m'appelle, mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure maîtrise technique au niveau graphique, c'est clair.
C'est aussi une très belle édition, honnêtement, très réussie. Alors vous avez en fait dans la couverture, vous avez une triple page que vous pouvez ouvrir. Une où en fait vous avez la table des matières à l'intérieur, ce qui est assez original. Puis une autre avec une espèce de artwork très 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 cute, très bien réussi. Même si je sais pas qui. Ce personnage-là, oui, mais ce personnage, j'ai aucune idée de qui c'est. Il apparaît vraiment à la fin. Eh ben, je m'en rappelle pas. Alors, je suis passée complètement à côté du manga, je peux vous le dire. Alors, complètement. Donc, voilà, encore une page en couleur. C'est une très très belle édition, bien réussie. Mais pour ma part, un peu fouillé au niveau du scénario, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment parce que je l'ai vraiment plus pris comme un Dimension W que probablement que j'étais plus dans l'histoire pour le coup. Probable. Que j'aime vraiment beaucoup, tout ce qui touche au niveau de la science, puis des énergies perpétuelles, ça genre qui fait un clin d'œil à Nikola Tesla pour le coup, encore une fois. Oui, tout à fait. Univers steampunk, plutôt cyberpunk comme tu disais. Non, c'est quand même un papier manga. Manga non d'ailleurs, c'est encore chinois, c'est manhwa. Et qu'en fait finalement on a 3 manhwas chinois, Dragon Metropolis, Frankenstein Family, puis Don't Call Me Magical Girl. On a un manga canadien, puis un manga japonais. Donc c'est quand même assez varié. Et même au niveau des publications, vous voyez, c'est quand même 5 univers très très différents. Donc c'est quand même une chouette maison d'édition qui s'ouvre. Fait que je pense que ça conclut pas mal notre live d'aujourd'hui. Il n'y a pas trop de suspense sur notre top de la semaine. Non. Clairement, moi, c'est Quand la neige m'appelle. Perso, ça va être Dragon Metropolis. Ça, on n'a pas laissé beaucoup de suspense pour le coup, mais c'est ça. Fait que merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live de nouveautés. Ah si, j'ai quand même une autre nouveauté à vous présenter malgré tout. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure brièvement quand je vous ai parlé de la journée du livre québécois. Donc c'est le nouveau roman de Valérie Harvey qui s'appelle L'héritage du Kami. On a Nicolas qui nous demande c'est quoi le titre du manga canadien. C'est Carciphona. Ça s'écrit C-A-R-C-I-P-H-O-N-A. Donc, l'héritage du Kami que j'ai lu en entier pour ma part pour le lancement. Alors ça vient après donc ces 2 autres romans, mais ça n'a pas grand chose à voir. Il y a des clins d'œil qui sont faits, mais c'est vraiment 3 romans séparés. Ça se passe dans le Japon des samouraïs et des geishas, les Edo, le Japon qu'on aime. La période préférée de tout le monde. Il y a des pouvoirs magiques, il y a de la romance, il y a beaucoup d'action. C'est un roman qui est écrit de façon très simple, mais qui se lit très très bien. Ça met en avant le temple bien connu de Kyoto, là, avec tous les portiques ici. Ça se passe le héros qui est sur la couverture, qui n'est pas vraiment le héros, qui est très très effacé, qui est un kami, donc un dieu, et le propriétaire de ce temple-là, donc c'est Inari. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui est destinée à être la famille royale. Et ils ont chacun des pouvoirs, des pouvoirs de feu, d'eau et de terre qui ont chacun leur particularité. Mais évidemment, personne ne sait avec quel pouvoir il va naître. Et ces pouvoirs ont aussi beaucoup d'inconvénients qui viennent avec. On va suivre en fait le destin de plusieurs membres de la famille qui vont comme s'entremêler. Il y a beaucoup de personnages, c'est assez puzzle comme style de scénario. Et c'est très très bien fait et ça se lit super bien. Donc L'héritage du Kami de Valérie Harvey. Je me suis toujours posé la question de commencer, vu que là on en a pas mal en stock, je pense que je vais sauter dessus essayer de... Et puis Valérie connaît très très bien son sujet, elle a beaucoup de diplômes dans tout ce qui est Japon, sociologie japonaise, etc. Donc c'est quelqu'un de très très cultivé. Fait que tout ce qui est là-dedans se base sur des vérités historiques, mais avec le côté pouvoir magique, fantasy, etc. Fait que très très cool. Voilà, donc L'héritage du Kami. Cool. Et que merci à tous. Ça conclut les sorties de cette semaine. Ouais. Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Cool. Bye bye. Là.